Est-ce que le bonheur existe réellement en fait? Il existe, mais il n'est pas signe de aucun souci. Bah il y a quand même des choses toujours qui vont venir me piquer au fond de moi et qui vont m'empêcher d'être heureux à 100%. Forcément, sur le papier, tout est ok, tout est parfait, donc comment ça se fait que moi je le ressente pas comme ça? Je décide de plus avoir de problème, pendant l'espace de 10 secondes, je peux. Tout est beau, tout est rose et on est chez les bisounours, pas du tout. Faut que je fasse ça et là, ce jour-là, je serai heureux. Parce que c'est pas forcément ça, en fait, qui est source de bonheur sur le moment. C'est pas forcément ça qui est le plus important sur le moment. Des objectifs atteints, c'est chouette, c'est super, mais c'est peut-être pas l'essence de ce qui vous rend heureux à l'instant T. Let's go, je vous propose de commencer. Ouais. Bienvenue à tous sur ce podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but, de vous développer sur vos 5 piliers de vie. C'est la soirée d'hier soir, ça. Business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une faveur, celle de mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, mettre ton meilleur pouce bleu sur YouTube, mais aussi également de soutenir le projet via une petite cagnotte qui est en description si tu veux bien évidemment bénéficier des abonnements, des montages vidéo, etc., de l'achat de futures caméras, tout ça, voilà. Si vous croyez au projet, donnez de la force, les gars, au maximum. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Marie-Eugénie sur mon podcast. Bonjour Marie-Eugénie. Bonjour Thomas. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. C'est pour remettre un petit peu les choses dans le contexte. Marie-Eugénie est mon ancienne psychologue de l'époque, été 2021. Bon, je sais pas s'il est forcément nécessaire de citer la raison pour laquelle j'étais venu vous voir, mais en tout cas voilà, c'était une partie de mon histoire que vous connaissez forcément. Je l'avais un petit peu interprété dans mes épisodes, mais voilà, une phase de ma vie assez sombre. Et mon podcast étant un réel palmarès de vie, surtout ce que j'ai envie de faire avant tout dans ce podcast, c'est les choses qui me plaisent et qui me tiennent à cœur. Donc je peux autant inviter, comme on en a parlé en off, des Rudy Koya qui ont des milliers, des millions de gens qui les suivent, autant je peux inviter des gens qui sont connus ni d'Adam ni d'Ève, mais qui pourtant ont eu un impact dans ma vie, et ça pour moi c'est le plus important en fait, et c'est vraiment ce que j'ai envie de retranscrire au sein du podcast. Donc Marie-Eugénie, juste avant de commencer l'épisode, je pense que vous avez écouté un petit peu, vous connaissez le principe. J'ai un conseil qui s'appelle le Who I Am. Donc j'ai fait des recherches sur vous en amont. Alors, j'ai un petit peu mâché le travail de Doctolib, on va dire, parce que c'était pas forcément évident de trouver autre chose. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait quelques recherches sur vous, donc à la première personne, comme si j'étais vous. Ouais. Et puis voilà, le but étant que voilà, je cite tout ça oralement parlant, et puis après si vous avez des détails à rajouter ou même me corriger sur certaines choses, bien qu'encore une fois je pense pas, parce que j'ai pris un petit peu, voilà, j'ai essayé de faire un petit peu à ma sauce pour pas juste faire un copier-coller de Doctolib, ça aurait été trop facile sinon. Voilà. Alors, tac. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Marie-Eugénie Paturel et je suis aujourd'hui ici pour communiquer une passion qui est devenue mon métier, celui de la psychologie humaine. Après de nombreux stages réalisés dans le milieu de la psychologie, je suis aujourd'hui indépendante au sein du milieu, anciennement à Bron, puis à l'heure actuelle dans un cabinet situé dans le 3e arrondissement de Lyon. Au sein de celui-ci, j'y propose des consultations psychologiques pour les adultes, les adolescents et les enfants avec comme principal atout la bienveillance. Mon but est de donner des outils, des clés, des pistes de réflexion, des méthodes, mais surtout porter mon oreille auprès des problèmes de la personne. Je me hisse au mieux dans l'histoire de mes patients, de leurs difficultés, de leur vie, afin de pouvoir y planter ma graine, celle du bien-être, créant un nouveau sourire sur le visage de mes patients. Voilà. Ok. Donc, très joli. Je mets un petit peu de poésie dans ce que je fais, tout ça, voilà. Je pense que les gens ils s'en sont rendus compte. Donc voilà, si vous avez quelque chose un petit peu à apporter, vous présenter, voilà. Bien sûr. C'est vous qui vous avez l'antenne, donc allez-y, à la bonne franquette encore une fois. Ok. Donc oui, effectivement, j'ai commencé à Bron, le libéral. Ouais. Je venais d'être diplômée. C'était entre les 2 confinements, en fait, que j'ai commencé à exercer. D'accord. Donc c'était pas une période facile pour s'installer. Ouais, j'imagine, ouais. Le libéral, c'était pas mon premier choix. Ouais. Mais ça a été une opportunité que je suis très très heureuse d'avoir saisie finalement parce que ça me plaît énormément. Ouais. Et en parallèle, j'étudiais avec le Canada, en fait, avec l'Université de Montréal à distance. Je faisais des cours de criminologie. Donc j'ai effectué l'équivalent d'une licence, on va dire, en criminologie la première année. Et
J'ai pas poursuivi le master pour des raisons personnelles finalement, mais Ok. c'est un projet pour la suite. Ouais, ok. Et puis j'ai aussi travaillé pendant 1 an et demi au 3114, donc c'est au SAMU, enfin c'est dans les locaux du SAMU de Lyon. Ok, Donc c'est de la gestion de crise suicidaire ok, via téléphone. Donc c'est une ligne d'urgence en fait, si vous voulez, c'est un ok. numéro d'urgence. Ah ouais, Voilà. Et en fait, je me suis mise en temps plein en libéral depuis septembre 2023. ok. Donc en réalité, Ah ouais, il donc y a c'est vraiment tout frais, quoi. ouais, il y a toujours eu du libéral depuis que je pratique. Ouais. C'était votre cas quand on avait consulté ensemble, Oui, du coup. Ok, absolument. ok, Ouais, ouais. ok. Et j'ai de plus en plus augmenté mon temps de libéral, mais réellement que depuis septembre, je fais plus que du Ok, libéral. Voilà. d'accord. Ah ouais, donc vous avez été un petit peu touche à tout Mm, pendant, on va dire, 2 3 ans, peut-être histoire de trouver un petit peu bah, vraiment ce que vous vouliez faire, et puis oui, peut-être aussi ce Covid, parce que ça ouais. m'intéresse. Alors, j'imagine que déjà se construire un portefeuille client Mm, en temps normal, c'est peut-être pas la chose la plus facile à faire. ouais. Mais alors, étant donné que là, vous avez le Covid, donc tout est fermé, confinement, etc., vous avez fait comment pour essayer de commencer à vous hisser un peu dans le milieu de la psychologie Je pense que j'ai eu pas mal de chance, honnêtement, Ouais, parce que le cabinet que j'avais à Bron au début était très bien placé ok, et était connu ok, par les habitants vraiment du quartier. ouais, Donc ça m'a quand même amené une première base ok, de patients. ouais, Après, Doctolib, honnêtement, c'est, de mon point de vue en tout cas, ouais, essentiel pour lancer sa ok, pratique. ok, Tout le monde utilise Doctolib ouais, aujourd'hui. hmm, C'est rapide, c'est ouais. instantané. Moi, ça représente actuellement encore 80% de ma patientèle. Ah oui, d'accord, ouais. Ah ouais, Je commence à avoir du bouche à oreille depuis 1 an et demi, ouais, mais Doctolib, c'est vraiment quelque chose qui ok, aide à ouais, se lancer. hmm, Et la chance que j'avais, je pense aussi, entre guillemets, c'est que j'avais pas pour objectif de me lancer en temps plein dès le début. Donc hmm, j'ai un peu pris les choses comme elles venaient, d'accord, en acceptant que ça pouvait prendre du temps au début, mhm, mais c'était pas forcément mon activité principale. Donc ça me permettait ouais, d'être assez sereine. d'accord. Mais après, il y a tout un réseau à construire aussi. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Et donc en parallèle, c'est là que vous faisiez par exemple l'appel d'urgence Mm. ou même alors la criminologie, c'est quoi exactement? Alors c'est bête ma question, mais c'est en lien avec les crimes ou Oui, Ah ouais, d'accord, ok, ok, oui, oui. ok, ok, C'est l'étude. Ça peut autant être l'étude de la criminalité de manière générale à d'accord, travers différents prismes ouais, que des profils criminels en fait. d'accord, Moi j'avais par exemple des cours de délinquance sexuelle, j'avais des d'accord, cours de criminalité et d'addiction, enfin le lien entre criminalité et ok, addiction, des cours de psychologie pure aussi, ouais, de psychopathologie, psychiatrie, ouais, en lien avec la criminalité par exemple. J'ai eu des cours sur le terrorisme, l'antiterrorisme. Donc, d'accord, c'est vraiment très large en fait ouais. comme spectre. Donc ça veut dire que grosso modo, vous essayez de comprendre pourquoi, par exemple, un terroriste va se donner la mort et donner la mort aussi à d'autres personnes, en Par fait. exemple, ça Ok, peut être un sujet d'étude ok, au sein de de d'accord, la criminologie, oui, ok. oui. Ouais, c'est des sujets forts quand même, faut être accroché quand même Ouais, pour ça. Ouais, je pense. Ouais, c'est vraiment hissé dans des sujets assez, même j'ai envie de dire, presque tabous en France. complètement. Ouais, Hmm. carrément, ouais. Complètement, c'est très. Enfin, par rapport au Canada, c'est très peu développé Mhm. en France. On n'a pas, par exemple, le métier de criminologue en Ouais, France, alors ouais, qu'on l'a au Canada. ouais, ouais, Et puis, on n'a pas les mêmes politiques. On ouais. est plutôt dans des politiques restrictives, punitives, et pas suffisamment dans une politique de réduction des risques, dans Mhm. une politique de prévention sur le territoire français. Donc, c'est très différent de manière Ouais. d'étudier. Ouais, ouais. C'est fou ça. Et alors, mais au sujet de. Parce que moi, alors je pars peut-être un petit peu en dehors du sujet, mais j'avais discuté à l'époque avec une ancienne collègue de travail Mhm. qui, elle, travaillait aux urgences. Ouais. Et elle m'avait expliqué un petit peu le déroulement de. Bah voilà, elle est au téléphone avec des personnes, etc. Et elle m'a dit qu'elle était tombée littéralement au fond du trou. Mm. Parce que psychologiquement parlant, elle n'arrivait pas des fois, enfin elle n'arrivait pas à sortir du boulot quand elle sortait du travail, elle repensait à ce qu'elle avait entendu, Mm. et puis même la responsabilité qu'elle pouvait avoir certains derniers appels. Bien sûr. Et là, on parle donc des urgences, donc c'est déjà un sujet très fort, mais là, on parle quand même du suicide d'une personne. Oui. Donc comment ça se passe? C'est une personne qui appelle quand elle est en détresse totale Mhm. et qu'elle est justement sur le point d'aller à l'acte. Et... Ça peut, oui, oui, ça peut être ce genre d'appel. D'accord.
En fait, c'est donc le 3114, c'est la ligne nationale de prévention du suicide. D'accord. Donc on a plusieurs antennes sur le territoire français et dans les dom-toms aussi. Et donc en fait, le principe, c'est que ce sont des psychologues et des infirmiers qui répondent aux appelants. Les appelants peuvent appeler en situation de détresse maximale, donc effectivement, par exemple, avec une intention de passer à l'acte, voire une intention de passer à l'acte immédiate, voire même un passage à l'acte qui a déjà été réalisé d'ailleurs. D'accord, ouais. Mais on a aussi des appelants qui nous contactent parce que ils sentent qu'ils sont en train de glisser doucement. Ils commencent à avoir des idées suicidaires, ils commencent peut-être à avoir un scénario en tête. Et donc, ils viennent pour demander de l'aide. Nous, notre rôle, c'est alors d'agir si besoin, bien entendu, s'il y a une mise en danger. Mais c'est surtout d'amener la personne à être en sécurité et à être prise en charge. Donc de l'amener aux soins, de l'orienter au mieux, de faire redescendre la crise, parce qu'en général, la personne, quand elle appelle, elle est en état de crise. Ouais. Donc c'est assez complet. Donc c'est des appels très, très, très variés. Ouais. Et on ne sait jamais véritablement comment va se solder l'appel. Ouais. On espère juste qu'à la sortie de l'appel, ça soit pas résolu, mais déjà que la personne peut-être ait moins de pensées du type suicidaire, quoi. Voilà, exactement. Et alors, mais j'imagine que là est l'importance de se former parce que moi personnellement, quelqu'un m'appelle aujourd'hui pour me dire qu'il veut faire par exemple ce genre d'acte. Les premières paroles qui vont sortir, c'est mais non, il faut pas faire ça. Mais j'imagine que c'est pas le cas quand on a fait des années d'études. Donc, c'est quoi un peu l'approche par rapport à ça Enfin, je veux dire, ça dépend du type de profil, bien évidemment, etc. Mais c'est quoi les premières phrases, les premiers mots que vous pouvez employer parce que j'imagine que c'est surtout ces premiers mots, ces premières phrases qui vont même amener une certaine crédibilité auprès de la personne qui vous appelle aussi. Comment ça se déroule? Est-ce qu'il y a un stress en amont? Est-ce qu'il y a même une réflexion, une remise en question de votre part? Par exemple, même après un appel, mince si j'ai pas dit ça, mince j'aurais dû dire ça. Est-ce que tout ça c'est pris en compte dans vos formations? Mais étant donné qu'on reste quand même très humain à la base, est-ce que ça c'est quand même des questions que vous vous posez même encore à l'heure actuelle? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. C'est fréquent de se questionner après. Alors, un appel, mais même une séance avec un patient au cabinet, de revoir un petit peu comment on a géré la situation, comment on a amené les choses aussi à la personne, au patient, à l'appelant. Et effectivement, parfois de se dire ah, peut-être que j'aurais dû amener les choses de telle ou telle manière. Bon, le fait est qu'on ne peut pas revenir sur ce qui a été fait. Bien sûr, Donc c'est important, je trouve, de toujours questionner ça, d'avoir ces moments de remise en question, parce que c'est ce qui permet d'évoluer, c'est ce qui permet de faire grandir sa pratique aussi. Alors quand on est dans le cadre d'un suivi, l'avantage c'est que quelque chose qu'on aurait voulu dire, on peut le dire à la séance d'après. Oui, bien sûr. On peut le ramener au patient. Le téléphone. Le téléphone, là, c'est pas des suivis, c'est du one shot. Alors ça arrive que la personne elle puisse rappeler, mais c'est plus pour faire grandir la pratique du coup. Mais c'est vraiment des moments importants et effectivement, les premières minutes sont assez déterminantes, plutôt dans le sens où la personne va assez rapidement ressentir si elle peut se laisser aller ou pas, si elle peut nous faire confiance ou pas. Ça va se construire tout au long de l'échange, bien évidemment, mais de mon point de vue, notre première intention doit être d'apaiser la personne et de lui montrer qu'elle peut être en sécurité avec nous, qu'on n'est pas là pour la juger, qu'on n'est pas là pour remettre en question ce qu'elle a à dire, que ce qu'on comprend là tout de suite maintenant, c'est qu'il y a une souffrance, que la souffrance, elle est immense, elle est invivable et qu'on va l'écouter, on va essayer de l'aider à s'apaiser et on va voir ensemble si on trouve des pistes de solution. Donc c'est plus vraiment comme ça, en tout cas, que moi, j'essayais d'instaurer le début de mes appels quand je travaillais sur le 3114. Mais même au sein des premières consultations, en fait, au cabinet, c'est un peu le même principe de vraiment rassurer la personne sur le fait que elle peut prendre le temps dont elle a besoin, elle peut dire tout ce qu'elle a à dire, c'est entre nous et il n'y aura pas de jugement. C'est principalement peut-être de l'écoute en premier lieu, avant d'apporter davantage de solutions, même comme dans les séances de psy en fait, finalement. C'est ça. Absolument. D'abord que la personne se sente écoutée, avant tout. Si elle ne se sent pas écoutée, elle n'aura pas envie de parler de toute façon.
voire même elle pourrait être heurtée et ce serait normal. Je comprends, ouais, ouais. C'est vraiment la première chose à mettre en place, quoi. C'est ce qui est Ouais. primordial, Ouais, ouais, que la ouais. personne sente qu'elle est écoutée. Et une petite question comme ça de curiosité, mais vous avez déjà eu des réflexions du type, bah, par exemple, des gens qui n'étaient pas forcément en accord avec le métier de psychologue, Mhm. en disant par exemple que oui, bah, ça coûte tant pour juste être écouté par une personne, sans forcément que derrière ça apporte de réelles solutions. Ouais, Vous avez déjà eu ce type de ouais, bien réflexion-là? sûr. Ouais. C'est Bien du sûr. type entourage proche ou en général Alors, dans mon entourage proche, ouais, c'est arrivé au début. Ouais, Ça arrive moins hein, maintenant oui, parce oui. que je pratique depuis 4 ans, donc au bout d'un moment, Ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais. on en discute, donc Mm, on n'a pas nécessairement la même vision des choses. oui, Dans l'entourage moins proche, mais quand je rencontre de nouvelles personnes, c'est des discours que je peux entendre mhm, effectivement. Et dans le cadre de ma pratique, ça arrive aussi. ok, Alors des patients qui se sentent pas encore forcément prêts, par exemple, à engager un suivi, mhm, ou bah, le cas typique, hein, c'est les parents d'enfants que mhm, je peux suivre. ok, C'est fréquent qu'il y ait un des parents qui soit plus enclin que l'autre mhm, à vouloir amener son enfant et que le deuxième soit un peu réticent, mhm, ce qui s'entend hein, bien sûr, ouais, complètement, mais ça arrive. ouais, Ça arrive. C'est pas ce que j'entends le plus maintenant, mais ouais, ça arrive. Ouais, ok. ouais. Et alors, mais alors quand vous vous occupez par exemple des enfants, ça doit être un travail qui est totalement différent d'un adulte. Ouais. L'approche, etc., Mm. les mots employés. Est-ce que, c'est peut-être bête à dire, mais est-ce que vous prenez peut-être un air un petit peu plus enfantin pour rentrer dans l'univers de l'enfant ou Un alors, peu, je pense, ouais, ouais. ouais, ouais, Un peu, oui. ok, Euh, L'enfant, je trouve, est beaucoup plus intuitif. Il sent beaucoup plus les choses. hmm, Euh, c'est du coup important, je trouve, d'être très honnête avec les enfants, hmm, de pas essayer de les amener à vouloir dire ce qu'on a envie qu'ils disent. hmm, Parce que si de toute façon on crée pas de lien de confiance avec eux, ils parleront pas. ouais, C'est sûr et certain. ouais, Euh, Moi, avec les enfants, je passe beaucoup par le jeu parce que c'est comme ça en général qui vont se détendre le plus, qui vont aussi nous jauger, hein, bien entendu, ouais, mais le lien se crée plus facilement à travers le jeu. Donc le lien de confiance peut s'établir plus rapidement. hmm, Et ça donne beaucoup d'indications, d'ailleurs, un enfant qui joue. Donc ok. Ouais, c'est... vas-y, passe par par les jeux, ok. Ouais, C'est en lien avec ce que je vois ici en fait, du absolument. coup. Ok, ok, d'accord, ouais. La maison de poupée, les petits jeux, Ok, les papas, ouais. tout ça, ouais, ouais. C'est intéressant ça. Mm. Et ça existe des enfants en dépression? Mm. Je suis assez mitigée sur la question. Un diagnostic de dépression, pour commencer, c'est quelque chose qui va être posé après 6 mois de symptomatologie D'accord. identifiée. C'est difficile, je trouve, avec les enfants de poser des diagnostics parce que ils bouillonnent d'émotions, une Ouais. fluctuation émotionnelle en permanence, Mm. hormonale. Je suis pas très à l'aise avec l'idée de poser un diagnostic de dépression pour les enfants. Je D'accord. dis pas que ça n'existe pas, c'est simplement que pour le coup, je pense que j'ai pas assez de connaissances Mm. à ce niveau-là pour véritablement me prononcer. Donc, je dirais pas forcément en dépression. Par contre, des enfants qui se sentent très mal, qui sont extrêmement anxieux, qui ont du mal à communiquer, qui se replient beaucoup sur eux-mêmes. Ça, oui, Ouais, on ouais, en ouais, voit ouais. beaucoup. Mais pour le terme de dépression, c'est vrai que pour ma part, je suis pas forcément à l'aise. Mm. Mais il y a aussi cette question de manquer de connaissances à ce niveau-là, je pense, hein, Ouais, très ouais, ouais. honnêtement. Ouais, ouais. Après, je pense que c'est dur aussi si c'est dans la tête d'un enfant, ça part sans cesse dans tous les sens. C'est, comme vous l'avez dit, c'est les hormones, etc. Je veux dire, Mm, je pense que ouais, ça doit être compliqué à analyser, à étudier, ne serait-ce même que les problèmes des enfants en général. Et peut-être que c'est plus facile aussi à solutionner peut-être le problème, parce qu'un enfant est peut-être a peut-être tendance à moins se prendre la tête qu'un adulte, je pense, parce que mm, bien qu'aujourd'hui, enfin, je pense que ça va s'accentuer, mais peut-être pas forcément dans le bon sens. C'est qu'aujourd'hui, il y a ce qui est tout réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, les gens sont matrixés par ça. mm.
Et je suis pas sûr que ça donne forcément que des bonnes choses par la suite pour les enfants, parce qu'ils ont tous des smartphones à la main maintenant, ils ont 6 ans quoi. Ouais, c'est ça. Et, mais je pense que ouais, ça sera être amené peut-être ils vont être amenés à avoir peut-être plus la vision du monde plus en précocement, je sais pas si ça se dit. Ouais, de manière plus précoce que nous, par exemple, qui allons découvrir le monde de manière, on sort dehors, on voit le monde à quoi il ressemble, entre guillemets. Ouais. Là, aujourd'hui, tout est disponible sur les réseaux, tout est disponible sur le téléphone. On peut voir toute la misère du monde en l'espace de 1 minute sur un fil d'actualité Instagram. Absolument. Je pense pas que ça donne forcément que de très bonnes choses. Après, je sais pas c'est quoi votre avis là-dessus, mais... Je pense que c'est vraiment à double tranchant parce que, effectivement, c'est une surexposition à une quantité d'informations astronomiques en permanence. Donc on enlève un petit peu de cette naïveté chez l'enfant, chez l'ado. On découvre les choses d'une autre manière. On est confronté à des problématiques qui sont pas forcément adaptées en termes d'âge, de développement, etc. Par contre, je pense que ça peut amener beaucoup de bons aussi, les réseaux sociaux. De mon point de vue, c'est vraiment une question de manière de les utiliser et de prévention que les parents peuvent en faire aussi pour les enfants, de poser un cadre, poser des limites de toute façon, même si c'est dur de poser un cadre à quelque chose qui est un accès limité, bien sûr. Mais je pense que c'est beaucoup aussi dans la manière d'en parler que ça peut être déterminant pour les enfants et les ados. Ouais, d'utiliser aussi, de suivre les bonnes personnes, de pas... Après, je pense un enfant a envie un peu de toucher à tout, de cliquer de partout, de s'abonner un peu à tout le monde. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses intelligentes sur les réseaux, mais aussi beaucoup de choses débiles, entre grosses guillemets. Et je pense que ça, c'est un sujet à approfondir, effectivement. Pour venir sur la psychologie humaine, est-ce que c'est quelque chose, ça c'est une question aussi que j'avais posée à Sonia, psychopatricienne qui a figuré sur le podcast, cette faculté de vouloir écouter les gens, d'aider les gens, c'est quelque chose qui a été inné chez vous, ou alors c'est quelque chose qui plutôt s'est développé avec le temps, comme je disais à Sonia, est-ce que c'est quelque chose, quand vous étiez dans la cour du collège, à vouloir solutionner les problèmes de tout le monde, à toujours vouloir rentrer un peu dans la tête de tout le monde? Je pense que je me suis construite depuis petite autour de ce fonctionnement. J'ai le souvenir de ma mamie, quand j'étais petite, je devais avoir 7-8 ans, qui nous donnait régulièrement à mes cousins, mon frère et moi, des qualités pour nous définir, et qui me disait beaucoup que j'étais très diplomate. Donc il y avait déjà petite cette idée j'ai souvent une posture d'écoute, de vouloir essayer de résoudre des conflits, tout ça. Je pense que c'est de par l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et donc oui, je crois que j'ai un peu toujours essayé de tenir cette posture-là. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en réalité, je pense que la psycho, c'est un gros coup de bol. Parce que je savais honnêtement pas quoi faire de ma vie. Au collège ou au lycée, tout le monde avait plein d'idées des métiers qu'ils voulaient faire. Moi, il n'y avait rien qui me parlait. Il n'y avait rien qui me donnait envie. Le schéma du travail classique me plaisait vraiment pas, dans l'idée de faire un travail de bureau de 9h à 17h du lundi au vendredi. Déjà à l'époque, ça me convenait pas, cette idée-là. Il y avait vraiment rien qui me plaisait, et mes parents sont passionnés de thrillers psychologiques sur le plan cinématographique. D'accord. Donc ils m'en ont beaucoup montré depuis que je suis ado, et j'adorais ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est marrant, peut-être que ce boulot-là, entre l'enquêteur, le psy, tout ça, ça pourrait vachement me plaire. Donc psycho, ça pouvait convenir, on va dire. Je me suis un peu renseignée, je me suis un peu lancée tête baissée là-dedans quand je devais être en première, terminale, je pense. Et coup de bol, parce que ça a marché et que ça me plaît énormément et que c'est vraiment le métier que j'aime. Mais de base, je savais vraiment pas quoi faire, quoi. Et ces films-là ont été vraiment la marque, la marque au fer rouge du je veux faire ça, ou en tout cas, c'est vraiment ce qui vous a donné envie de... C'est génial, ça. Mais moi, je trouve le problème aujourd'hui avec la psychologie humaine, c'est que on a tendance à un peu lier ça à des gens qui sont un peu dans leur monde, tête en l'air,
à trop, même j'ai envie de dire limite un peu associé au baba cool, si je puis dire, certains aiment bien utiliser ces Ouais. termes-là, alors que moi je trouve que c'est complètement ridicule parce que la psychologie humaine c'est passionnant. Moi je suis fada de sport, de développement physique, mais je suis tout autant fada de développement mental, de comment les personnes fonctionnent dans leur vie, de comment elles réfléchissent, leurs réactions, leurs sentiments, de travailler sur soi-même. Ouais. Est-ce que vous travaillez sur vous-même avant même de travailler sur les autres, par exemple lors de rendez-vous en cabinet, pour mieux vous connaître ou ce genre de choses, ouais? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Régulièrement, je suis des thérapies, moi aussi, Ok, avec des psychologues, du coup, parce que, plein de raisons. Alors, pour travailler sur mes problématiques personnelles, bien ouais, entendu, pour que ça déborde pas sur mes séances aussi avec mes patients, bien sûr. parce qu'il y a des moments où certains patients vont amener des choses qui nous font vachement écho Mm. avec notre vie personnelle. Mm. Le piège, c'est un petit peu de se projeter là-dedans Ouais, et du coup de plus du tout être objectif. ouais. Donc c'est important de vraiment travailler sur, de mon point de vue, ses propres problématiques. Ça permet aussi de continuer à évoluer. Et puis, bon, bah, du coup, en tant que psy, on connaît l'importance de la santé mentale Ouais, bien sûr, ouais. et du bien-être. Donc, de toute façon, quand il y a plusieurs petits clignotants qui s'allument, on va dire, c'est important de les écouter, je Ouais, trouve. ouais, ouais. Donc oui, moi, je suis régulièrement suivie. Le sport, c'est quelque chose qui est très important aussi pour moi. D'accord. Pour décharger, je bassine beaucoup mes patients avec l'idée de Vous décharger. pratiquez quoi comme sport? Alors là, actuellement, je fais surtout beaucoup de yoga. Ok. Je m'y suis vraiment mise depuis septembre. C'est devenu vraiment mes petits moments de détente. Ouais. Je fais 4-5 fois par semaine pendant 1 heure. Je suis dans un club, en fait. D'accord. Je vais faire des cours là-bas. Après, je suis assez extrême en général. Quand j'aime bien quelque chose, j'ai tendance à tout de suite pousser à beaucoup fond, ouais. l'investir. Ouais, Donc, ouais. je suis passée de une séance de yoga tous les 2 mois à 4-5 Ah par ouais, semaine. ok, ouais. Mais que vous arrivez à maintenir depuis Mais le que temps, j'arrive ouais. à Ok, maintenir super, ouais. parce que ça me fait vraiment du bien. Ça me Ouais. permet de rythmer mes semaines. Ouais. Avant, je faisais plus des sports à la maison, du renforcement, des trucs comme ça. Mais en fait, je sais que ça me fait vraiment du bien. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de garder. Mais après, il y a énormément de choses dans mon quotidien, d'activités qui me font du bien. La cuisine, ça me fait énormément de bien. Ok. J'aime beaucoup aller danser, ça me fait vachement du bien. Ok. La musique me fait vachement du bien. Ouais. Enfin, et c'est important pour moi de régulièrement avoir des espèces d'exécutoires, de défouloirs ou simplement de petites choses qui me font du bien, qui me permettent de relâcher la pression. Ok. Pour m'occuper de ma santé mentale à moi aussi. Ouais. Je Et comprends. de passer du temps avec ma famille, mes amis, Ouais. d'avoir une vie sociale assez riche aussi. Ouais. Ok. Mm. J'ai une réflexion là Mm. qui me vient en tête et c'est un peu en lien avec, on va dire, mes réflexions du moment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de vous poser la question ou est-ce que vous avez déjà eu des patients qui, bien qu'ils aient un entourage, ou bien qu'ils aient quelque chose qui les stimule, on va dire, au quotidien, ils ont quand même ce manque, ce truc de, ce vide qu'ils ressentent au fond d'eux, qu'ils n'arrivent pas à combler. Ouais. Je sais pas comment dire, mais euh, moi j'ai beau rencontrer des personnes à travers le milieu du podcasting, j'ai beau euh, essayer de me dépatouiller au quotidien pour être au mieux avec moi-même, Mm. bah il y a quand même des choses toujours qui vont venir me piquer au fond de moi et qui vont m'empêcher d'être heureux Mm. à 100%. Ouais. Sans cesse ces pensées négatives ou sans cesse ces choses qui vont me piquer, qui vont entre guillemets m'interdire d'être heureux. Ouais. Est-ce que, je vois que vous avez le sourire, c'est parce que c'est votre cas aussi ou Bien sûr, ouais, c'est le cas de et tout le je monde. pense que c'est le cas de tout le monde. Ouais. Et bah ça c'est bien que vous me dites parce que moi déjà ça me permet un petit peu de déculpabiliser. Ça, c'est une première chose. Et en plus de ça, est-ce que du coup, est-ce que le bonheur existe réellement en fait? Est-ce que le bonheur rime avec on n'a aucun souci, Mm. ce qui est, je pense, impossible. Ouais. Voilà. Et ou alors est-ce qu'il se résume à essayer d'avoir le sourire malgré toutes les galères qu'on peut avoir au quotidien? Mm. Je pense que être tout le temps bien, tout le temps à 100%, c'est pas possible. Ouais. Parce que, en fait, chaque décision que vous allez prendre, chaque choix va vous amener
à être influencé par une quantité de facteurs différents, globalement. Donc, ça vous crée nécessairement des fluctuations émotionnelles avec parfois, par exemple, des pensées négatives, avec des émotions qui peuvent être difficiles, de la colère, de la tristesse, de la peur, etc. Mais toutes ces émotions, en fait, elles sont porteuses d'un message pour vous permettre de vous réajuster, pour revenir dans l'idée, l'objectif, dans cet état de bonheur, de bien-être. Donc, de mon point de vue, le bonheur, il existe, mais il n'est pas signe de aucun souci. Et tout est beau, tout est rose, et on est chez les bisounours, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment plutôt le fait de se sentir aligné avec ce qu'on est en train de vivre, avec son entourage, malgré le fait que tout n'est pas toujours parfait et c'est OK pour autant. On peut se sentir bien, on peut être heureux, on peut dire que notre vie là c'est vraiment du bonheur alors qu'il y a des choses qui vont pas super bien, mais parce qu'on est aligné là avec ce qu'on est en train de vivre, qu'on se sent à sa place, qu'on a l'impression d'appartenir au groupe avec lesquels on est, avec lesquels on vit, parce qu'on a l'impression d'aller vers les projets qu'on a envie de réaliser, parce qu'on a l'impression de continuer à grandir, à évoluer, à se dépasser, à surmonter les obstacles, même si parfois c'est hyper dur et c'est même parfois hyper violent. Pour autant, ça n'empêche pas de se sentir heureux, je pense. Ouais. Et si on a cette notion de perfectionnisme, est-ce que c'est pas quelque chose qui est impossible au final à obtenir? Parce que sans cesse vouloir, et moi je le vois, quand ça ira mieux, enfin quand ça sera fait, ça ira mieux. Ah non, c'est bon. Quand ça sera fait, ça ira mieux. Et puis c'est bon, j'ai fait le truc et non, ça va toujours pas. Il faut que je fasse ça et là, ce jour-là, je serai heureux. Et en fait, j'ai l'impression, et je dis ça, j'ai 23 ans aujourd'hui, j'ai l'impression en fait, déjà là, à l'heure actuelle, c'est impossible. Et j'ai l'impression que quoi que je fasse, bah en fait, j'aurai toujours ce truc, toujours ce manque, en fait, toujours cette recherche du il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça pour être heureux. Et en fait, au final, trop cette notion de perfectionnisme en fait, au quotidien. Je le vois à travers des actions, de tout ce que je fais, bah en fait, il y aura toujours quelque chose qui ira pas. Toujours, constamment. Et du coup, j'arrive à me poser encore la question de est-ce que je serai... J'ai 23 ans, j'ai encore toute ma vie devant moi. Mais j'arrive quand même encore à me poser la question aujourd'hui et je commence à me poser la question de mais en fait, est-ce que je vais réellement commencer à connaître le bonheur un jour? Parce que sans cesse, constamment se donner cet espoir à chaque fois, c'est ce qui permet d'avancer, mais à la fois, c'est ce qui m'enterre en même temps, quelque part. Et je sais pas si cette notion de perfectionnisme, vous l'avez aussi, ou si ça a été le cas aussi de vos patients, mais je pense que ça peut être problématique sur même la vision de la vie, sur la vision de beaucoup de choses. Quelqu'un qui veut que tout soit parfait autour de lui va vouloir, par exemple, que le monde autour de lui soit parfait, mais le monde autour de nous ne sera jamais, de toute manière, avec tout ce qui arrive, etc. Même parce qu'on peut se faire bassiner par les médias, ce genre de choses. Ouais, complètement. Enfin... Là, je rentre vraiment, on est hors tout script, quoi que ce soit, là. C'est ce psychologue, en fait, au final. Mais... je sais pas, cette notion de Non, mais c'est perfectionnisme. intéressant parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est présent par période chez tout le monde, je pense, honnêtement. Parce que c'est rassurant. C'est rassurant de se dire, en fait, j'ai tel objectif, je vais l'atteindre de cette manière-là, et une fois que ce sera fait, bah, en fait, forcément, ça ira mieux. La difficulté avec ça, je pense, ce qui crée justement de la frustration, de l'insatisfaction, du vide aussi, parfois, qui donne pas le sentiment d'être heureux, justement. Tout ça, en fait, c'est parce que on est dans le faire et pas dans l'être à ce moment-là. C'est mon psychologue qui m'a dit ça la dernière fois, que je trouve très juste d'ailleurs. Quand on veut être tout le temps dans le faire et qu'on pense jamais à soi, donc jamais à ce qu'on est réellement, alors que ça peut être largement suffisant, on a toujours ce sentiment qu'il faut faire plus. On a toujours ce sentiment que c'est pas assez. Et on attend aussi toujours beaucoup, beaucoup sur le plan émotionnel. On se dit, en fait, forcément, sur le papier, tout est OK, tout est parfait, donc comment ça se fait que moi, je le ressente pas comme ça? C'est parce que c'est pas forcément ça, en fait, qui est source de bonheur sur le moment. C'est pas forcément ça qui est le plus important sur le moment. C'est des objectifs atteints, c'est chouette, c'est super, mais c'est peut-être pas l'essence de ce qui vous rend heureux à l'instant T. Et qu'est-ce qui définit l'être? Une vaste question. C'est tout ce que vous êtes, en fait, tout ce qui fait partie de vous, tout ce qui vous permet de vous identifier, tout ce que vous reconnaissez en vous, tout ce que vous identifiez en vous. Et ça, c'est pas forcément signe d'action, parfois.
C'est plus s'autoriser à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, à vous écouter, à suivre votre instinct, euh, à partager des moments qui n'ont pas forcément d'utilité, parfois aussi. Donc cette Ok. idée que tout n'est pas forcément une question De d'utilité, productivité. de productivité, Ouais. exactement, que c'est aussi important de se laisser vivre parfois. Hmm. Ouais, mais il y a quand même cette culpabilité justement ah, je prends du temps pour moi et j'accorde pas ce temps-là à mes projets, Ouais, à quelque chose. En fait, ouais, c'est constamment cette chose de toujours vouloir avancer et jamais se foutre la paix, en fait. ouais, Et c'est comme ça que les gens, en fait, doivent tomber dans des burn-out ou des complètement. choses comme ça, ouais. C'est qu'ils sont jamais en contact d'eux-mêmes. Ouais. C'est constamment, leur boulot avant tout, Mhm. le milieu professionnel, Ouais. ou même peut-être même le milieu personnel, mais vis-à-vis des autres, c'est autrui qui passe avant la personne, avant l'individu en lui-même. Exactement. Ouais, 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 c'est complètement ça. ouais. Et c'est jamais se donner de répit et Mm, jamais aussi s'autoriser à se dire que c'est ok parfois de lâcher prise. mm, C'est ok de ne pas prendre la responsabilité de tout ce qui se passe autour de vous tout le temps mm. aussi. Et que bah ouais, parfois il y a des moments durs, mais ça veut pas dire que c'est le début de la pente et qu'on va dégringoler et Oui, qu'on bien va être sûr. malheureux. Les moments durs, ils sont importants aussi. Ouais. Est-ce que ces choses-là, justement, les gens qui n'arrivent pas à s'accorder ces moments de plaisir, Mm. c'est ce qui, justement, bascule sur par exemple, typiquement, moi, j'y ai été sujet, et j'y suis encore un peu sujet aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Ouais. Par exemple, des gens qui n'arrivent pas à trouver du réconfort dans leur vie parce qu'ils ne prennent pas assez de temps pour eux ou quoi que ce soit. Vient le moment de manger, c'est l'orgie. Ouais. C'est le bordel. Et il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi plein d'autres troubles Bien sûr. qui peuvent. La drogue, typiquement. Ouais. Enfin, il y a. Je suis désolé hein, pour les termes, hein, mais le porno aussi. Les gens s'évadent là-dedans. En fait, c'est ça finalement qui donne toutes ces addictions, finalement. Parce que les gens qui ont ces addictions-là, c'est peut-être des gens qui, au fond d'eux, ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Bien sûr. Peut-être quelqu'un qui est en accord avec soi-même n'est pas forcément obligé de passer par tout ça. Mais toutes ces Ouais. frustrations engendrées font que ils trouvent ce plaisir-là, ils sont obligés de s'hisser dans ce type de problème-là. Oui, ouais, bien sûr, Ouais. c'est vraiment l'idée de combler un vide, de combler un manque, Mm. de faire taire aussi ses émotions Ouais. d'une certaine manière. Ouais. Parce que justement, elles ne sont pas déchargées, Mm. parce que on les enfouit à l'intérieur de soi, on n'en parle pas, on n'en parle à personne, on vide pas notre sac, etc. On garde tout pour soi. Donc il y a un moment donné où ça fait trop de toute façon pour votre tête et pour votre corps, et il faut qu'il y ait un espèce d'exutoire. Ouais. Pardon, je cherchais mon mot. Pas de souci. Et ça passe par tout ce qui a une réponse immédiate. Donc, oui, la nourriture, la consommation de porno, effectivement, qui, du coup, est une réponse immédiate en termes de sensation de plaisir. Les drogues aussi. Effectivement, l'alcool, donc tout ce qui a un caractère addictogène, en Ouais. fait. Le sport peut Ouais. aussi, d'ailleurs, permettre de combler ce vide-là. On en parle très peu de l'addiction au sport, mais parce que c'est une addiction comportementale. On a plutôt souvent tendance à parler d'addiction plutôt chimique, on va dire. Ouais. Mais les comportementales, comme celle du comportement alimentaire, sont très très présentes aussi. Ouais. C'est vraiment cette idée de combler un manque, de combler un sentiment de vide. Souvent, il y a de fortes angoisses qui y sont associées, et puis un sentiment de solitude qui est incroyable, avec l'idée que de toute façon, on est seul à devoir gérer ça. Ouais. En fait, c'est comme si on essayait on est mal dans sa vie. On est comme là avec les personnes, je sais plus comment on appelle ça, qui sont avec leur appareil là pour chercher des métaux précieux dans le sol. Ouais. Ah, ils ont trouvé un endroit où ils pouvaient un peu se réconforter. Ouais. Ils trouvent cette chose. Ah, c'est cool, je vais le répéter. Et en fait, c'est là le début des emmerdes, en fait, finalement. C'est ça, c'est la répétition. Voilà, c'est la répétition et c'est là que on vient certains drames sur la drogue, sur toutes ces choses, ouais. Ouais. Ouais, la psychologie humaine, c'est fascinant. Moi, ça me fascine vraiment. Et en fait, la vie se résume à nos pensées, à ce qu'on pense et à la vision des choses aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai parlé récemment dans un épisode en solo. Ouais. C'est en fait, au final, là, si je décide de plus avoir de problème, pendant l'espace de 10 secondes, je peux. Bien Genre sûr. de m'émerveiller et me dire c'est bon, j'ai plus de problème dans ma vie. Après, ça se fait pas comme ça, j'imagine, et que les problèmes reviennent très vite. Bien sûr. Mais
en fait, j'ai l'impression que tout est une question de vision des choses. Aujourd'hui, il y a des Ouais. gens, on les voit 2 ans après, ils se sont métamorphosés, Mm. alors que ces gens-là n'ont pas forcément changé des choses matériellement parlant dans leur vie. Ouais, Ils n'ont pas forcément... c'est juste psychologiquement, bien sûr. ils ont changé en fait. Ouais. Et moi, je trouve ça fou en fait que tout se passe là-dedans et qu'on a beau avoir une Ferrari ou une voiture grave, en fait, au final, c'est pas ce qui va définir le bonheur en fait, au final. Non. Alors, Non, alors après, il y a plein de choses en fait qui Ouais. peuvent participer au bonheur de chacun. Et ça peut être des choses matérielles parfois, Ouais. ok. Ouais. Mais effectivement, c'est une question de perception des choses. Mm. S'autoriser à. En fait, s'autoriser à percevoir les choses dans leur globalité. Accepter qu'il n'y aura pas toujours que des jolies choses à voir chez soi ou dans son entourage ou dans nos propres comportements d'ailleurs. Donc accepter que c'est pas forcément toujours reluisant, mais accepter aussi tout le bon, tout le positif, tout le beau qu'on peut percevoir, choisir la manière dont on a envie de se positionner, comment on a envie d'investir les choses autour de soi et pour soi, et accepter qu'il y aura des loupés, Ouais. parce qu'il y en aura toujours. Mm. L'idée c'est de voir les ressources qu'on a, internes, externes, hein, on a tous nos propres ressources, mais on ne peut pas tout faire tout seul. Ouais. Il faut aussi avoir des ressources externes stables sur lesquelles s'appuyer. Donc de bien s'entourer aussi. C'est clair. En parlant de... Et après, on passera sur le fameux Fast Ride Challenge. Vous avez parlé des choses, du passé, etc. Est-ce que vous, de votre côté, personnellement, que ce soit au niveau de vos passions, dans un cas plus général, Ouais. Il y a forcément des actions qu'on regrette du passé. Ouais. Moi, je suis le premier. Sur énormément de choses qu'on aimerait supprimer, mais qu'on peut pas parce que c'est fait. Mhm. Et ces choses-là, on a beau essayer de les oublier et dire aujourd'hui, je suis une autre personne, elle reste quand même dans notre inconscient, Bien sûr. quelque part. Ouais. Et d'ailleurs, j'en avais discuté avec Sonia. Ça, j'aimerais avoir rapidement votre avis là-dessus. Ouais. Elle m'a rapidement expliqué ce qui était l'inconscient. Et elle m'a Ok. vite fait comprendre que ce qui était à l'intérieur de l'inconscient, c'était pas beau à voir. C'est Ouais. globalement, ouais, c'était globalement tout ce qui était, tous nos problèmes enfuis, nos émotions, tout ce qu'on essaie de cacher entre guillemets. Enfin, tout est blindé là-dedans. Ouais. Et elle m'a parlé, enfin, on a parlé aussi des rêves, que les rêves, c'était justement quelque chose qui nous poussait un peu, enfin, nous renvoyait un peu notre inconscient dans la face, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un qui aujourd'hui regrette énormément de choses sur son passé, qui a quand même aujourd'hui passé un step, Ouais. mais il y a quand même ce truc au fond de lui ou d'elle. Ah putain, des fois, ça m'arrive, je passe une super journée. Ouais. Il y a ce truc qui me revient en tête. Putain, j'ai fait ça à l'époque, j'étais une ordure, j'étais pas forcément la meilleure personne. Qu'est-ce que vous auriez à dire, même vis-à-vis de vous-même, hein, Bien sûr. parce que je pense que tous ceux qui écoutent l'épisode, je pense qu'on a tous au moins une fois dans notre vie fait quelque chose qu'on a regretté, Bien sûr. qui n'était pas forcément la meilleure chose, des choses à faire. Ce serait quoi un peu votre point de vue là-dessus Je pense que la première chose déjà, c'est de reconnaître ce qu'on a fait, comment on a agi, comment on s'est comporté, reconnaître l'impact que ça a pu avoir sur les personnes concernées, mais du coup y compris sur soi aussi, hein. Parce que s'il n'y a pas de reconnaissance de cette posture-là qu'on a prise, de ce qu'on a fait, de toute façon, on n'arrivera pas à passer au-delà de ça. Donc pour moi, la première des choses, c'est ça. La deuxième, c'est d'accepter qu'il peut y avoir de la culpabilité, de la honte aussi, de l'angoisse qui est associée à ça, et que c'est ok, ça a le droit d'exister, ça. La culpabilité, globalement, c'est une émotion qui est là, qui vient vous titiller pour vous dire attention, peut-être que là, tu es dans un excès, et donc qu'il faudrait retrouver un peu plus de justesse, un peu plus d'équilibre. Donc en fait, quand elle vient vous titiller, la culpabilité dans ces moments-là, c'est vraiment pour vous signifier que là, on était sur un extrême, dans un excès, et que c'est pas à réitérer, Ouais, globalement. ouais. Donc c'est aussi important d'apprendre de ses propres erreurs et de retenir une leçon de ces moments-là du passé qui nous reviennent parfois en tête. Et puis après, peut-être de se questionner sur s'il y a besoin de faire quelque chose par rapport à ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a besoin de demander pardon à quelqu'un ? Est-ce qu'il y a besoin de réparer d'une certaine manière ce qui a été fait ?
pour peut-être se réaligner aussi, pour aussi réinclure l'autre, si l'autre a été impacté par rapport à ce comportement-là, pour être au plus juste possible. Mais ce que je dirais surtout, c'est que c'est ok de se demander pardon à soi aussi. On n'est pas parfait et encore une fois, on fait des erreurs. Ça déresponsabilise pas pour autant ce qu'on a fait. C'est important de toujours prendre ses responsabilités. Mais on n'est pas parfait. Ouais. Donc c'est important de se demander pardon pour ce qu'on a mal fait. Et quand c'est vis-à-vis d'autrui, allez voir les gens, est-ce que c'est pas, entre guillemets, faire renaître la chose et prendre ce risque que la personne en face nous dise juste, non, en fait, je veux plus te voir, ou non, c'est mort ce que tu m'as fait, non, machin. Je pense que c'est un risque à prendre, mais je pense que peut-être le meilleur fait, c'est peut-être de directement aller, si ça concerne autrui, bien évidemment, vers la personne concernée et peut-être engendrer une conversation quelconque pour envisager une certaine réparation, je pense. Bien sûr. Parce que de toute façon, vous prendrez toujours le risque de toute façon quand vous allez bien sûr. demander pardon à quelqu'un qui vous envoie bouler. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, ça n'enlève pas le fait que c'est important pour chacun d'entendre qu'on reconnaît qu'on a pu faire du mal à quelqu'un, de lui demander pardon. Alors c'est à lui de décider s'il accepte le pardon ou pas. Ça n'enlève pas le fait que c'est important pour chacun d'avoir cette reconnaissance quand on a été blessé. Donc je pense que là, c'est plutôt une question de ravaler un peu sa fierté parfois. Bien sûr. Et puis de se confronter à nos peurs aussi, parce que c'est angoissant comme idée de se dire qu'on va être rejeté. Mais de quand même s'autoriser à sauter le pas dans ce genre de situation. Bon bah top. Top. Je vous propose qu'on parte sur le petit concept que j'ai fait qu'une seule fois. Alors désolé, j'ai oublié le chronomètre comme je l'ai dit en off. Alors que le concept est d'écrire en 1 minute, donc on va pas avoir de chrono, donc on va faire approximatif, c'est pas grave. On va faire 100. Donc le concept est simple les amis, on a donc un petit bocal à sujets ici. Et donc j'ai ici 5 sujets je crois. Qui sont ici sur le pilier environnemental. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, même pour nous, Marie-Eugénie, le pilier environnemental, c'est tout ce qui nous entoure. C'est aussi bien l'environnement global, donc le monde qui nous entoure au sens large du terme, mais c'est aussi les relations sociales et c'est aussi également l'environnement digital. Parce que ça, on a trop tendance à oublier, mais aujourd'hui, l'environnement digital est tout aussi présent que l'environnement palpable. L'environnement, le matériel, une table comme ici, etc. Tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc, on va vraiment surtout aujourd'hui miser sur l'aspect social. Parce que vu qu'on est dans le milieu de la psychologie, j'ai dit c'est mieux de miser sur ces sujets-là. Donc, on va avoir 1 minute environ pour écrire sur un sujet que Marie-Eugénie va tirer. Voilà, donc place à l'invité ici. Et puis voilà, ensuite on débat entre guillemets sur ce qu'on a écrit. Et bien évidemment, après on approfondit parce qu'en 1 minute, on n'a pas du tout le temps d'écrire un pavé. C'est uniquement des mots-clés. Voilà, essayer un petit peu de faire travailler son esprit, de voir ce qui nous vient en premier lieu sur les sujets qui ont été posés. Voilà. Super. Donc on va en tirer 2-3 en fonction du temps qu'on a. Et puis voilà. Je me permets de rapprocher un peu la table. Juste vérifier que ça enregistre toujours, parfait. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu le problème, donc ça devrait le faire. Hop, voilà, voilou. J'ai même prévu les crayons comme ça. Ah, super, merci. Ouais, soyez organisés, les amis. Dans tout. Hop. Écoutez, je vous laisse piocher. Allez. Hop. Alors... quel est le plus dur entre se mettre sur les rails ou se remettre sur les rails? Pas mal, ça me plaît. Allez, on est parti. On voit la différence entre la psychologue et celui qui fait du dev perso à côté à ses heures perdues. Ouais, je vais partir là-dessus. Étant donné que je suis un peu mitigé quand même sur la réponse. C'est un roman qu'elle nous écrit, la Marie-Eugénie, là. De toute façon, ça va être en accéléré cette partie, donc il n'y a pas de souci.
Allez, je suis OK. Allez, J'ai parfait. mon idée en tête. Eh ben, je vous laisse commencer OK. par ce que vous avez écrit. Alors, ce que j'ai écrit, c'est que se mettre sur les rails, ça implique de développer une quantité d'énergie, de ressources très importantes pour pouvoir se lancer en prenant des risques. Donc, D'accord. ça nécessite effectivement de se sentir en sécurité dans son environnement. Mhm. Alors que, de mon point de vue, se remettre sur les rails, ça implique davantage d'accepter qu'une nouvelle chute va se produire. Mhm. Donc de se confronter à un sentiment d'échec, d'accepter que l'échec va faire partie du processus, Mhm. et donc demande d'autant plus de se sentir en sécurité et Ouais. soutenu. Donc je partirais du principe que se remettre sur les rails est beaucoup plus coûteux que se mettre sur les rails. Eh ben, je rejoins tout à fait ça. Moi, j'ai mis qu'effectivement, le fait de se remettre sur les rails était plus compliqué. Étant donné que on ne voit pas encore les obstacles quand on se lance, Ouais. parce que tout est beau, tout est rose. Par exemple, demain, je dis n'importe quoi, on veut lancer sa boîte. Allez, let's go, je fonce. Je le dis à tout le monde, c'est trop bien. Je suis entre guillemets le roi du monde. Je lance ma boîte, ça va être trop cool. Ouais. Et en fait, on va vite se rendre compte que ça sera bien plus compliqué que ça. Et donc, à la suite, j'ai mis quoi voilà, que c'est après avoir échoué qu'on se rend réellement compte des difficultés. Ouais. Et ça, je le vois aussi. Après, ça dépend. C'est pour ça que je suis assez mitigé sur le sujet. Et après, vous pourrez approfondir aussi. Bien sûr. En fait, ça dépend, je pense, comment on se met sur les rails. Parce que si, admettons, quelqu'un qui se met sur les rails, mais de la bonne manière, quelque part, s'il échoue, mais qu'il a fait les choses correctement avant, je sais pas comment dire, mais il échoue, mais pas littéralement, quoi. Il finit les genoux à terre, mais il finit pas complètement étalé sur le sol, à ne plus pouvoir bouger. Il aura extirpé une certaine confiance de j'ai quand même réussi à aller jusqu'à là. Oui. Et du fait qu'il s'est montré à lui-même qu'il était capable d'aller jusqu'à là, et ben peut-être que ça sera pas si compliqué que ça pour lui de se remettre debout et de rechuter après. Bien sûr. Je pense que ça dépend de la manière dont on a commencé en fait. Je pense que c'est peut-être surtout le principal critère. Parce que quelqu'un qui va peut-être se dire le mont est tout beau, tout rose, ça va être facile pour moi. Ouais, là par contre, se remettre sur les rails, ça risque d'être très compliqué parce qu'il va avoir une remise en question sur ok, peut-être finalement, j'ai pas pensé de la bonne manière, c'est aussi une question d'ego. Bien sûr. Donc, je sais pas, qu'est-ce que. Par rapport à ce que j'ai dit, ou même vous, si vous voulez peut-être plus rentrer en détail dans ce que vous avez dit. Ouais, je suis d'accord, ça dépend beaucoup de la manière dont on va percevoir le fait de se lancer, et ce que ça implique, les enjeux, de notre capacité aussi à accepter l'échec, à surmonter les obstacles, etc. Du coup, il y a une question de résilience aussi, je pense, qui est très très présente. Cette idée d'accepter qu'on peut se tromper, qu'on peut parfois échouer, mais qu'on peut peut-être aussi se relever et se relancer. Donc oui, je pense que ça dépend beaucoup de comment on va s'autoriser à se positionner dans le projet au début. Ouais. Après, il y a les facteurs externes, je pense, qui viennent vous titiller quand même tout au long du processus, ou si vous vous sentez soutenu, si vous avez même l'impression d'avoir un filet de sécurité. C'est quand même plus simple de se remettre sur les rails que quand on est seul et que quand les difficultés viennent vraiment impacter votre quotidien, vos besoins primaires. Quand on n'est pas sûr de pouvoir manger, quand on n'est pas sûr de pouvoir payer son loyer, etc. Se remettre sur les rails... ouais, compliqué, ouais. Très très compliqué. C'est plutôt avant de vouloir se remettre sur les rails, il faudrait déjà commencer à trouver une solution pour manger. Voilà, déjà. Non, mais oui, bien sûr. Absolument. Ouais, non, mais globalement, je comprends totalement. Mais donc effectivement, c'est sur le papier, je dirais que se remettre sur les rails, théoriquement, ce serait plus compliqué. Dans les faits, je pense que ça va toujours dépendre de comment on vit les choses, comment on les perçoit et quelles ressources on a. Ouais. Enfin, c'est peut-être très perso ce que je demande là, mais vous avez été déjà confronté à ce genre de cas ou... Ouais. À devoir se remettre sur les rails après un échec quelconque. Complètement, oui. Ça fait que 4 ans, entre guillemets, que je pratique. Donc, je suis encore au début de ma carrière professionnelle. Donc, des loupés, il y en a, très clairement. Donc, se remettre sur les rails, c'est nécessaire fréquemment.
Je pense notamment l'année dernière, donc j'ai arrêté par exemple le 31-14 parce qu'en réalité j'étais en surcharge pas possible à la fin. Le fait Mental. Ouais. le fait de cumuler les deux boulots, c'était trop. Ça prenait factuellement trop de temps, hein. Ouais. Je travaillais trop. Ouais. Donc il y a eu besoin de couper un petit peu ça. Ce que j'ai un peu vécu au début comme un sentiment d'échec, de devoir arrêter une activité qui pour moi était hyper enrichissante, hyper stimulante, qui me plaisait énormément, pour ne faire plus que du libéral, qu'aujourd'hui je perçois plus du tout comme un échec, hein, mais plutôt comme un tournant dans Ouais, ma bien vie sûr, ouais. professionnelle. Ouais. Mais j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter au début. J'ai eu Ouais. beaucoup de mal à accepter aussi que je ne pouvais pas poursuivre à ce rythme-là parce que mon corps ne suivait pas. Ouais. Donc ça a été assez compliqué. Donc se remettre sur les rails, ça a demandé de mettre mon ego de côté, hein, très clairement, d'accepter Ouais. que bah non, c'est pas parce que j'estime que je peux travailler autant que c'est la réalité, par exemple. Mais là, aujourd'hui, je le vis nettement mieux, même si ça n'a pas été facile au début. C'est une question d'ego en fait. Ouais, il y a beaucoup d'ego. Parce que je pense que quand on est parti à faire quelque chose, non, je veux pas arrêter parce Ouais. que je suis capable de et je vais me prouver à moi-même que j'en suis capable. Ouais, Mais je pense que ouais, des fois c'est juste pas bien parce qu'on s'épuise aussi bien mentalement que c'est physiquement ça. et ce dans tous les domaines en fait, hein, que ce soit même le sport. Hein. Ouais, Le absolument. sport, je veux faire. Mais si tu fais je dis n'importe quoi, 7 jours sur 7 du sport parce que tu veux faire et prouver à toi-même et ton ego que tu es capable, tu vas t'épuiser bien plus vite que quelqu'un qui va se prendre 2 jours off dans la semaine Ah, c'est ça. et qui va laisser souffler un peu son corps, etc. Ouais, Ouais, exactement. je pense que ouais, c'est beaucoup une sorte d'ego et je pense que ça a du bon aussi. Parce que c'est. Ego pour moi égale aussi un peu égal à discipline quelque part. Je trouve que c'est légèrement quand même lié. Enfin, Oui, ça peut être lié. en tout cas, moi Ouais, j'essaie ouais. de lier ego et discipline dans mon cas personnel en mode attends, t'avais prévu de faire ça aujourd'hui, c'est la discipline, t'es censé le faire, tu le fais. Parce que sinon, qu'est-ce que je vais penser de moi-même, quoi? Je suis pas Oui. capable, machin. Donc, mais bon, je pense que l'ego au sens large du terme, c'est pas forcément. C'est pas ce qui mène généralement la meilleure des choses. Ouais, tout dépend comment elle est investie, parce qu'en fait, on a tous besoin d'avoir de l'ego. Ouais, C'est pas une mauvaise chose, hein. On l'associe à quelque chose de très négatif, ouais, parce que dans le langage courant, c'est devenu vraiment ouais. un terme négatif de « ah, t'as trop d'ego ». Mm. En fait, on a tous besoin d'ego, on a tous besoin de se valoriser, de se reconnaître dans ce qu'on fait de bien aussi, etc. Là où ça peut être négatif, c'est quand ça vient complètement biaiser un petit peu notre positionnement, notre manière de fonctionner avec les autres, qu'il y a un petit peu même de l'ego mal placé, je dirais, donc Ouais, qui est un peu comme un mécanisme de défense, quoi, ouais. pour se défendre face à nos peurs, face à nos angoisses, où là, ça va devenir néfaste, bien Ouais. sûr. Ce truc de dans la rue, il m'en a mis une, faut que j'en mette une aussi. Par exemple. Ouais. Par exemple. Non, mais oui, mais ça. Ouais. Et puis généralement, l'ego est très souvent relié à, je sais pas pourquoi, au masculin. Oui, c'est vrai. Souvent très au masculin, l'ego Mm. masculin, machin. Mais, alors que les femmes ont tout autant, en fait. C'est Bien juste qu'elles sûr. l'expriment pas forcément de la même manière, je pense. Ah oui, complètement. Ouais. Ouais, Ouais. absolument. C'est plus les mecs, c'est bourrinage et bon, enfin, j'ai pas envie de faire des stéréotypes, hein, bien loin de là. Mais... je vous propose sauf si vous avez d'autres choses à ajouter à ce Non, pour moi, c'est sujet-là, OK. ouais. Ouais. Si vous voulez tirer un deuxième Allez, petit sujet, puis on verra après en fonction du timing. Il faut aussi bien que vous, ça sûr. vous arrange Oh, c'est OK, y a en pas de fonction de. souci. Alors, faut-il descendre vraiment bas pour pouvoir grimper au sommet? Voilà. Ah, c'est pas mal ça Ouais. comme question. La synchronisation. Et voilà, parfait. Allez, je vous écoute. Alors moi j'ai répondu à un non franc dès le départ Ok. à la question. Oh, alors là, on va pas être d'accord, du coup. Ok, non mais ok. Ok, pas de souci. Non, je pense pas qu'il faille descendre vraiment bas pour pouvoir grimper au sommet. Ok. Dans le sens où, de mon point de vue, être dans des extrêmes, ça conduit à ne plus avoir un regard
objectif de ce qui se passe autour de soi. Alors bien sûr, ça n'existe pas un regard objectif en totalité. On est toujours dans quelque chose de subjectif. Mais quand on est dans des extrêmes, on ne perçoit plus que des enjeux extrêmes finalement. Donc de mon point de vue, ça va conduire à se décentrer de ses émotions, de ses ressentis, à ne plus s'écouter, voire même à se déresponsabiliser complètement par rapport à certains choix qu'on va pouvoir faire, par rapport à la posture qu'on va adopter. Donc, de mon point de vue, atteindre le sommet, c'est s'écouter, c'est se faire confiance, c'est accepter de chuter, c'est accepter aussi de se donner le droit de changer les plans quand c'est nécessaire, de continuer à avancer petit à petit, à apprendre par rapport à ce qui se passe pour soi, autour de soi. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de vraiment chuter pour pouvoir atteindre le sommet. Je pense que la grande chute, douloureuse et violente, quand on remonte, permet de conscientiser ses limites extrêmes, bien évidemment, mais des limites extrêmes. Et que du coup, ça donne un indicateur, bien sûr, que ça donne aussi envie de monter le plus haut possible. Mais je ne pense pas que ce soit conditionnel. Ok. C'est super intéressant, je pense que c'est une histoire d'indicateur, moi surtout, c'est pour ça que moi, pour le coup, j'ai mis oui. Mais je rejoins totalement ce que vous dites, effectivement. C'est un oui et un non mélangé, finalement, mais Ouais. j'ai mis oui, car il y aura forcément des moments difficiles durant son parcours de vie, avec des étapes plus difficiles que d'autres. Bien sûr. J'ai mis descendez bas, rayez vos dents contre le sol, et comme il faut, pleurez, criez, hurlez. Mais une fois que cela est fait, le sentiment qu'un monde meilleur existe ne pourra qu'être promu. En gros, ce que je veux dire par là, c'est... Je pense que ouais, c'est une question de... Je pense qu'à un moment donné, il faut se dire j'ai fait de la merde pour se dire il faut que je remonte en fait. Après, c'est mon avis personnel. Après, est-ce que c'est pas une question de facilité, de se mentir à soi-même, quelque part, de s'autoriser à soi-même de descendre bas? Est-ce que c'est pas une excuse pour répondre un peu à, par exemple, un manque qu'on a parlé tout à l'heure? Ouais. Ça va pas bien du tout. Ouais. Je me descends de descendre bas et de faire de la merde pendant, je dis n'importe quoi, 3 jours. Ouais. Je vais manger n'importe quoi, je vais fumer, je vais boire, je vais sortir, parce que ça va pas dans ma vie. Ouais. Et après que ça a été fait, je me dis, ok, non, là j'ai fait de la merde. Mais je suis en train de conscientiser, là. Je suis en train de me dire que finalement, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à dire et à faire. Je pense que la personne qui est consciente qu'elle fait n'importe quoi, c'est peut-être rare en fait. Parce que peut-être quelqu'un qui va justement s'hisser dans ce milieu-là, elle va avoir des difficultés à s'en sortir. Celle qui va taper dans les extrêmes. Ouais. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, les gens qu'on va voir, et peut-être que c'est pas du tout dû à ça, mais qui sont à 17 heures complètement bourrés dans la rue et qui sont arrivés à ce niveau-là, c'est des gens qui justement ont à un moment décidé d'aller vraiment bas et qui ont jamais justement réellement remonté la pente. Et ça, je pense que justement, c'est peut-être l'exemple typique qu'il ne faut pas adopter, bien évidemment. Mais je pense que parfois, peut-être faut s'autoriser quelque part de se dire qu'on a fait n'importe quoi, parce que si justement on se l'interdit et qu'on a fait n'importe quoi, bah justement on va dire j'ai fait n'importe quoi, bah foutu pour foutu. Ouais. Et ben allez, je Ouais. fais de la merde jusqu'au bout quoi. Ouais, et c'est en ça, du coup, moi je l'associe par exemple à l'idée de déresponsabilisation. C'est vraiment se dire, bon, je me suis octroyé 3 jours où je fais n'importe quoi, par exemple, mais c'est pour mieux remonter derrière. Ouais, Non. ouais, non mais oui. C'est une manière Ouais. de justifier les mauvaises décisions, entre guillemets, qu'on a pu prendre en Et son étant... mal-être quelque part aussi. voilà. Ouais. Et en étant parfaitement conscient que, bon, d'une part, ça allait pas arranger les choses, Ouais. d'autre part, que ça pouvait impacter les autres ou vous mettre en danger, faire prendre des risques. Donc, dans ce sens-là, je dirais que non. Après, il y a le fait parfois de ne pas se sentir glissé et de chuter très fortement, de se ramasser très violemment, par exemple, sans l'avoir même conscientisé. C'est vraiment l'espèce d'effet boule de neige, où succession de décisions, de choix qui font qu'on ne se sent même pas glissé et qu'après, conscientiser déjà tout ce qui s'est passé, c'est difficile. Émotionnellement, c'est hyper violent. Et vouloir remonter, c'est très, très, très dur aussi. Donc ça se fait progressivement et ça, encore une fois, c'est dur de le faire seul. Plutôt partisane de l'idée, je suis pas objective au vu de mon travail, qu'il Oui, non, mais bien faut sûr. demander de l'aide Ouais, bien sûr. dans ces moments-là. Mais
Mais je pense qu'en réalité, atteindre des sommets nécessite plutôt de s'écouter, de se faire confiance, d'accepter qu'on va parfois chuter. Bien sûr que par contre, quand on a eu des grosses chutes, malgré soi, ou pas, on est plus conscient de nos limites, on est plus conscient de nos difficultés, on est plus conscient des terrains glissants à éviter pour soi. Et puis on a des expériences de vie supplémentaires, avec une conscience du monde qui est quand même assez différente, qui font que peut-être que remonter, c'est possible avec de nouvelles cartes par rapport aux autres. Ouais, plus de conscience des choses. Moi, je sais personnellement, dans mon entourage, j'ai vu des personnes tomber très bas. Et d'ailleurs, l'une de ces personnes-là, si elle nous écoute aujourd'hui, j'espère qu'elle va bien parce que j'ai plus de nouvelles. Et ouais, il y en a des fois, on les voit partir et c'est fou, mais on essaye essayer de les ramener vers nous, de dire arrête, tu fais de la merde. Et en plus, le pire, c'est que généralement, ces personnes-là, elles le savent. Bien sûr. Elles le savent qu'elles font de la merde. Mais elles sont dans ce truc, dans ce mal-être, et elles continuent de fumer, boire, toute autre dépendance en fait. C'est triste. Enfin, je sais pas. Après, je pense qu'il est très facile de tomber, surtout si on est susceptible. Je sais que personnellement, je parle en connaissance de cause, mais je sais que tout peut très bien aller, comme tout peut déraper entre guillemets d'un instant à un autre. Parce que question d'émotion et très émotionnelle, etc. Je pense que si on n'est pas discipliné et entraîné à se foutre des claques, c'est l'image, à se dire oh attends, reprends-toi là mon ami. Je pense qu'en fait c'est très facile de chuter en fait aujourd'hui. Bien sûr. Il y a cette idée de discipline, de se poser un cadre, etc. Bien sûr. Après, il y a en parallèle de ça le fait d'être parfois dans un état de crise tellement envahissant que on ne voit pas d'autre solution, on ne voit pas d'autre option. La seule chose qu'on veut, c'est que la souffrance, elle s'arrête. Ne serait-ce que pendant le temps d'une clope, que le temps d'un verre, effectivement. Mais il y a vraiment cette idée de la souffrance est trop envahissante et j'ai besoin que ça me laisse tranquille un instant. Donc bien sûr que c'est un engrenage après, parce que c'est dur d'en sortir, parce qu'encore une fois, on revient à la question des sources de plaisir immédiat qui permettent de faire redescendre un instant la crise. Mais dans ces moments-là, il n'y a même pas de conscientisation de je dois arrêter, je dois me mettre un coup de pied aux fesses ou je dois demander de l'aide ou quoi, parce que la seule chose qui compte, c'est que la souffrance, elle se taise. C'est pour ça que dans ces moments-là, je pense qu'en fait, il faut qu'il y ait de l'aide extérieure. Malheureusement, quand on en arrive à un état vraiment de chute important, il n'y a même plus de volonté d'avoir de l'aide extérieure. Parce que ça devient lourd d'être confronté au fait que l'entourage essaye aussi de nous ramener et qu'on n'arrive pas à répondre à leurs attentes d'une certaine manière. Donc il y a plus de repli sur soi, donc c'est difficile. C'est important de continuer à essayer de soutenir ses proches, mais c'est pas toujours facile et c'est pas toujours faisable. Cercle vertueux, cercle vicieux. C'est ça. Et je pense que vous le voyez même à travers le sport, mais encore une fois, c'est très facile de basculer dans un cercle vicieux, mais c'est très facile de basculer dans un cercle vertueux, selon moi. Adopter, pour celles et ceux qui écoutent, des bonnes habitudes au quotidien, même des petites choses, pour vous prouver à vous-même que tous les jours, vous êtes capable de faire cette chose. Et moi, je suis très praticien des routines matinales, ce genre de choses, parce que on a beau dire ce qu'on a à dire là-dessus, que c'est une perte de temps, que machin. Déjà, faites ce qui vous fait plaisir déjà au quotidien. Et si le matin, ça vous fait plaisir de vous mettre en tailleur pendant 10 minutes et de respirer calmement, sans un bruit autour de vous, de lire un livre, d'essayer d'apprendre une langue, de lire vos objectifs à voix haute, des croyances à voix haute, enfin, prouvez-vous à vous-même chaque jour que, voilà, toutes ces petites choses au quotidien, en fait. Et juste ne serait-ce que d'aller au sport, déjà, tous les jours. Ça, c'est se prouver à soi-même que, voilà, on est capable de faire des bonnes choses. De s'autodiscipliner sur des bonnes choses. Et ça,
quand on est dedans, c'est facile à dire. Moi, des fois, j'ai l'impression d'être un extraterrestre à parler aux gens et leur dire ça. Mais en fait, c'est tellement, je trouve, peu compliqué d'être fier de soi, en fait, pour des petites choses. Ouais. La spiritualité, tout ça, putain, ça vous coûte rien de vous mettre 10 minutes en tailleur et d'essayer la méditation une fois dans votre vie, quoi. Enfin, je sais pas. Faites des petites choses qui vous permettent d'être fier de vous, quoi, au quotidien. Ouais. C'est tout ce qui parle, en fait, à chacun, mais effectivement, faire des choses pour soi, pour se sentir fier de soi, pour avoir des petites victoires, des petites réussites tous les jours. Et ça passe par tout ce qu'on veut. Hein. C'est pas nécessaire que ce soit des trucs grandioses. Ah non, parce que le problème, c'est qu'on est une nature humaine et qu'on peut tous avoir la flemme de faire quelque chose dans une journée. Bien sûr. Donc c'est ça, c'est ces petites actions-là au quotidien qui, généralement, c'est un phénomène d'engrenage. Après, on commence la journée par des petites choses et on fait des plus grandes choses. Ça fait du bien et on est satisfait, on est dans un bon mood, on dit allez, je vais faire ça encore. Et je pense faut arriver à s'autodiscipliner. Mais bon, après, encore une fois, c'est une question et ça, on pourra en parler des heures, mais d'environnement, de proches autour de soi, si on est soutenu ou pas. Peut-être c'est facile à dire, comme par exemple, peut-être vous de votre côté, je ne connais pas votre situation, comme moi, où on a de la chance quand même d'avoir nos proches, d'avoir encore des gens qui nous soutiennent, etc. Et pour certains, c'est absolument pas le cas. Et donc ça, pour le coup, c'est vrai que j'ai peut-être pas grand-chose à dire là-dessus. Je connais pas malheureusement ces cas-là. Et je pense que je peux entendre que c'est compliqué. Absolument. C'était fascinant. J'ai adoré cet échange, Marie-Eugénie, vraiment, c'était trop cool. C'était très chouette. C'était vraiment trop bien. On a parlé beaucoup de psychologie humaine, c'est vraiment ça que je voulais faire ressortir. C'est pas du tout redondant par rapport, et c'est ça dont j'avais un petit peu peur quand même. C'était l'épisode que j'avais fait avec Sonia, qui est psychopraticienne, mais qui pour le coup, ça rejoint quand même, c'est de la thérapie, hein. Bien sûr. Mais on s'est quand même énormément distancé et en fait, je crois que la totalité des choses dont on a parlé, il y a quasiment, ça n'a pas figuré dans le podcast avec Sonia. Donc non, vraiment, on a parlé psychologie humaine et tout, et c'est vraiment des sujets que j'adore. Et ça aurait été que de moi, j'aurais voulu en parler encore des heures et des heures. Mais vous comme moi, on a un temps qui est précieux. Et c'est déjà très très cool de votre part d'avoir accepté l'invitation. Et avec grand plaisir. Et je suis trop fier de pouvoir avoir cette conversation avec vous aujourd'hui, parce que encore il y a 2 ans, même presque 3 ans. Ouais, presque, ouais. Presque 3 ans, parce que c'était l'été 2021. Jamais je me serais dit qu'un jour je viendrais avec un trépied et des micros parler avec vous et échanger. et juste ça, je trouve ça trop chouette. Au-delà du fait que des vues, des likes, des viewers, des auditeurs, c'est avant tout un partage d'expérience, une expérience qui a été créée, un souvenir aussi. Parce que ça, je compte bien le dérober plus tard à mes enfants. Et même pour vous, ça vous fera un souvenir de tout ça. Je pense que c'est ces moments-là, justement, qu'il faut arriver à saisir dans la vie, ces moments simples de conversation qu'on a eu. Donc, vous avez peut-être quelque chose à ajouter Oui, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir. C'était hyper intéressant comme échange, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup aussi le format. Et puis, ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles de mes patients quand ils ont fini leur thérapie. Mais ça me fait d'autant plus plaisir quand je vois qu'ils vont bien et qu'ils entreprennent plein de choses. Ouais, bien sûr. donc c'est super. C'est vraiment génial. C'est un super retour. Et du coup, je vous remercie vraiment beaucoup pour l'opportunité. Mon premier podcast, donc je suis très contente. Trop cool. C'est très agréable. Super. Et vos liens, de toute manière, vous retrouverez les liens de Marie-Eugénie dans son Doctolib, je pense, donc, du coup, qui sera en description si vous voulez. Voilà, si vous êtes de passage sur Lyon ou si vous êtes originaire de Lyon, son cabinet est grand ouvert, les rendez-vous, etc. Donc si vous voulez aller consulter, grand bien vous fasse. et puis voilà, n'hésitez pas encore une fois à soutenir le podcast. Après un petit 5 étoiles, je compte sur vous, Marie-Eugénie, pour mettre votre meilleur 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Voilà, apporter du soutien au maximum au podcast, de partager, etc. Si ça vous a fait du bien, les éléments dont on a parlé, etc. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine, pour un solo. Walou, les amis, la bise, et à une prochaine. Salut, ciao.